Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Eurobois 2018 et nous allons parler formation, nous allons parler des nouveaux modes d'apprentissage. Une table ronde riche puisque nous sommes 7 autour de cette table. Donc je vais commencer par vous, Sandrine Sarabert, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable grand compte solutions pour le meuble chez Réo. Oui, tout à fait. Réo, très rapidement, c'est qui ? Réo est un spécialiste de la transformation des matières polymères, donc une société familiale fondée en 1948 avec un siège en Allemagne et une filiale en France, bien entendu. À côté de vous, monsieur François Bouilly, bonjour. Avec le bonjour, micro. Ça sera mieux. Vous êtes dirigeant de LMC Group, ou LMC, ça, LMC, c'est ça, on peut dire. Alors LMC, c'est un réseau européen de marques, de composants et de solutions dédiés à l'ameublement et à l'agencement. Voilà, on est présent en France, en Belgique, en Allemagne maintenant aussi. Voilà. À côté de vous, Christophe Chenu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes manager, dirigeant de la société Bloom France. Exact. Bloom est une entreprise qui fabrique des composants, charnières, coulisses, solutions pour portes relevables. C'est une entreprise autrichienne, 7200 collaborateurs et une trentaine de filiales pour couvrir 120 pays dans le monde, dont une en France avec 30 collaborateurs. En face de vous, monsieur Christian Fanguin, bonjour. Avec le bonjour. Micro. Responsable technique et pédagogique de Bois PE. Bois PE. Alors, Bois PE, c'est un centre de formation et de recherche spécialisé dans la construction bois pour les professionnels. Et nous sommes installés sur le campus universitaire d'Égletons de l'Université de Limoges. À côté de vous, monsieur Charles Guilhem, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur promotion, recrutement, placement chez les Compagnons du Devoir, qu'on ne présente plus mais que je vais vous demander de présenter. Alors les Compagnons du Devoir, également un centre de formation spécialisé dans 6 filières, donc les filières des métiers du bâtiment, de l'industrie, des métiers de l'aménagement et de la finition, métiers des matériaux souples et les métiers du vivant. Donc nous formons des jeunes entre 15 et 25 ans pour apprendre un métier et se former au mieux. Voilà. À côté de vous, monsieur Arnaud Godevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'École supérieure du bois à Nantes. Absolument. École supérieure du bois de Nantes. Des formations initiales et continues, en présentiel, en apprentissage, 400 étudiants. On fait de la formation, bien sûr, mais on fait aussi de la recherche et du transfert de technologie, de l'accompagnement des entreprises. Un seul mot commun à tout ça, c'est le bois. C'est le bois. Et donc ici, c'est tout ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Arnaud Godevin, je vais vous poser une question. On a appelé cette émission les nouveaux modes d'apprentissage. Première question, est-ce qu'il y a des nouveaux modes d'apprentissage? Et deuxième question, pourquoi et quels sont-ils? Alors, ça en fait 3 en tout. Je vais peut-être répondre à la seconde plutôt qu'à la première dans un premier temps. Oui, forcément, il faut faire évoluer nos modes d'apprentissage, tout simplement parce que d'une part, la réglementation va nous y contraindre, mais plus encore parce que nos publics évoluent. Si on prend le cas des jeunes, sont des jeunes qui sont complètement tournés vers le numérique et ont l'assistance quasi permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de Google et autres outils qui leur permettent d'accéder à des savoirs. Il faut les accompagner pour faire le tri. Donc on a une première donne au problème. Ça c'est la première chose, le public a changé. Le public a changé et puis côté salarié, on voit qu'il faut effectivement évoluer, faire une carrière tout au long de sa vie dans la même entreprise, c'est quasi plus possible. Donc on va être amené à changer de métier, qui dit changement de métier, dit accompagnement, dit formation, etc. Et tout va très vite, les nouvelles technologies, donc il faut en permanence aller chercher de nouvelles infos. Et quant à la question, est-ce qu'il y a de nouvelles pratiques pour apprendre? Oui, forcément, qui doivent venir compléter les fondamentaux, c'est-à-dire l'apprentissage par le geste, l'apprentissage par la réflexion, etc. Et puis l'assistance par tous ces nouveaux outils qui sont aujourd'hui extrêmement intéressants, puisque disponibles là aussi à chaque instant. Est-ce que vous êtes tous à peu près d'accord sur le diagnostic? Oui, c'est conforme. C'est conforme. Tout ça... Tout ça vient évidemment en complément de ce qui existe déjà ou est-ce que c'est appelé à le remplacer? Je ne pense pas, on ne va pas balayer des siècles d'apprentissage ou de formation d'une manière générale, mais effectivement on assiste à des évolutions extrêmement fortes. Aujourd'hui, un jeune qui est mis dans un amphithéâtre, tout de suite sort son ordinateur, écoute d'une oreille, regarde d'un œil distrait, tout en ayant le téléphone à portée de main et va être multiconnecté à un instant donné. Ça fonctionne pas. Enfin, je suis peut-être d'une ancienne génération. Pour moi, ça fonctionne pas. Et à l'échelle de l'école, ce qu'on essaye, c'est de mettre nos jeunes en mouvement, c'est-à-dire de les amener à se poser les bonnes questions. De mon point de vue, un bon enseignant,
accompagnateur, c'est celui qui aide à se poser la bonne question plutôt que d'apporter la bonne réponse, parce que de toute façon c'est très volatile. Et puis l'apprentissage par le geste, on est extrêmement attaché au projet, on essaye de mettre nos jeunes dans l'atelier, on a un atelier qui est au centre de l'école, et je trouve que c'est assez emblématique de l'état d'esprit dans lequel on fonctionne. Et d'ailleurs, on va voir que le geste, c'est quelque chose qui est important pour vous tous. Je me tourne vers les industriels. Alors, on n'a pas fait exprès de mettre d'un côté et de l'autre, c'est juste le hasard qui a voulu que ce soit comme ça. Donc là, j'ai affaire à un collectif d'industriels de l'ameublement français. Vous avez mis en place une action que vous allez un peu nous décrire. Mais d'abord, d'une manière générale, je ne sais pas lequel des trois va prendre la parole ou laquelle des trois va prendre la parole, c'est expliquez-nous ce que vous avez voulu mettre en place et pourquoi. Alors, au niveau des universités de l'agencement, je suppose, voilà. Effectivement, nous sommes des entreprises, donc un collectif. Ouais. Nous avons créé en fait le groupement des équipementiers au sein de l'ameublement français. Et donc, on s'unit, tout simplement, on profite de nos forces. Et le but, c'est d'aller voir les étudiants au plus proche des écoles pour leur présenter nos innovations, nos produits et les former, voilà. L'idée, c'est d'amener, de montrer ce que vous faites, de les aider à se les approprier et évidemment à les utiliser. L'idée, c'est de s'enrichir aussi. C'est un partage. On ne va pas juste apporter la bonne parole, on va aussi écouter ces étudiants qui sont très souvent des apprentis, donc qui travaillent dans des entreprises et qui vont avoir un vécu, une expérience et qui vont nous dire oui, c'est peut-être vous nous apportez ça, mais voyez, nous, si on l'utilise comme ça, c'est mieux et ainsi de suite. Donc c'est aussi dans les deux sens. C'est cet aller-retour qui est intéressant pour nous, industriels, et puis c'est nos clients de demain. Donc ça permet un premier contact avec eux. Alors j'ai juste envie d'ajouter qu'il y a une dimension aussi importante et à mon avis qui va aussi vers les nouvelles tendances, c'est ce qu'on appelle le networking, c'est-à-dire apprendre à travailler tous ensemble. Nous déjà, on n'est pas concurrents, même si de temps en temps on peut se recouper sur certaines gammes de produits. Néanmoins, on a décidé d'y aller ensemble pour créer un événement autour de tous ces jeunes et leur permettre de prendre contact avec leurs futurs fournisseurs de demain, déjà très en amont, comprendre aussi nos problématiques, etc. Je trouve que c'est génial, ce networking. Et peut-être, alors il y a des agenceurs qui viennent aussi, qui sont leurs futurs employeurs, on va dire, pour tous ces jeunes. Et puis il y a aussi, voilà, il y a toutes les composantes du métier. Et je trouve que c'est génial de créer ces carrefours où tout le monde peut rencontrer tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'auparavant, entre vous ne le faisiez pas ? Personne ne le faisait. Ou très peu, c'était très isolé comme action. Et là, on a vraiment décidé de s'unir pour non plus s'appeler les fournisseurs, mais les équipementiers. Donc déjà, en changeant de nom, un équipementier, c'est quelqu'un qui apporte de l'innovation. Un fournisseur, c'est quelqu'un qui apporte un produit. Donc on s'est défini comme ça. Et on est 12 autour de la table. Donc il a fallu s'entendre à 12, convaincre les écoles de formation, leur dire ouvrez-nous vos portes. On ne vient pas pour vendre un produit, on vient pour parler de mise en œuvre, on vient pour parler professionnel. Et ça a réussi puisqu'on va faire début avril la 5e édition à Lyon. On a tourné sur tout le territoire. Donc quand vous dites convaincre les écoles, vous avez travaillé avec qui ? Alors on a travaillé avec les compagnons, on a travaillé avec les AFPIA, on a travaillé avec le lycée Jean Prouvé, on a travaillé à Lille et on a travaillé dernièrement au mois de novembre avec l'école Boulle de Paris. Alors, qu'avez-vous mis en place ? Il y a 3 modules, c'est ça ? Enfin, il y a 3 modes. 3 modes. Alors, qui s'attaque au premier mode ? Les universités, peut-être, Sandrine ? Les universités. Dites-nous tout. Donc, que dire de plus à côté de ce que Christophe a déjà bien expliqué ? Dites-nous tout sur les universités, en quoi ça consiste, comment ça marche, qui peut y accéder et qu'est-ce que je vais y trouver ? Donc, au niveau du groupement, ce que Christophe expliquait, c'est que nous sommes 12 entreprises. Donc effectivement, par exemple à l'école Bou, nous sommes réunis tous ensemble. On a un petit stand chacun, un stand où on va présenter en fait soit une manière de transformer le produit ou de le mettre en œuvre ou tout simplement une démonstration avec des techniciens, des gens du métier. Et donc chacun dans son stand. Donc les étudiants viennent à notre rencontre dans l'école avec des agenceurs, avec leur maître d'apprentissage, de temps en temps. Et donc voilà, ça va durer sur 2 jours quasiment, hein. C'est le format qu'on a choisi. Donc vous êtes arrivés, vous allez à l'école, vous avez vos stands, vos différents espaces sur lesquels vous faites de la démonstration en fait et de l'apprentissage. Ça va plus loin que la démonstration. Ça va toujours avec la démonstration, bien entendu. Le but c'est d'apprendre quelque chose, de montrer quelque chose, effectivement, qu'on en ressorte de manière effectivement un enrichissement. Et alors aussi, on a essayé aussi de varier les plaisirs. On essaie d'organiser aussi 1 ou 2 conférences avec des thèmes bien ciblés, comme par exemple, quel est le métier de l'agenceur demain, par exemple,
ou quelles sont les nouvelles méthodes de travail dans les ateliers, etc. Donc voilà, pour essayer aussi de capter les jeunes sur des problématiques futures qui vont les toucher de toute façon. Donc voilà, donc on essaie vraiment d'avoir le côté je vais à la rencontre des entreprises, mais aussi on essaie d'élever le débat et d'apporter des thématiques qui peuvent les intéresser. Ça, vous l'avez fait à l'école Boulle, vous l'avez fait où encore, et où allez-vous le faire la prochaine fois? Alors, nous sommes déjà allés chez les Compagnons du Devoir, donc à Muison, l'AFPIA à Lyon, l'AFPIA à Montaigu, l'école Boulle, effectivement. Et là, que nous recommençons en fait une année complète, effectivement, avec 2 universités par an. D'accord. Et vous savez déjà où ce sera? Oui, la prochaine, ce sera à Lyon, donc les 5 et 6 avril, si je ne me trompe pas, et la prochaine à Montaigu. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ces universités? Comment c'est reçu? Comment les jeunes qui viennent vous voir, quel est le retour que vous avez de ces jeunes? En général très positif, parce que c'est vrai que c'est rare que les entreprises se rendent vraiment au niveau local et s'intéressent aux étudiants de cette manière-là. Donc c'est vraiment quelque chose de novateur, effectivement. C'est partie des nouveaux modes d'apprentissage, le sujet d'aujourd'hui. Et non, c'est très bien perçu. Alors on va passer à la deuxième action. La deuxième action, c'est les modules, c'est ça? Alors oui, voilà. Nous dans le cadre de notre entreprise, on s'est dit qu'effectivement, si on voulait continuer à faire notre métier en profondeur, il fallait encore davantage accompagner notre client. Nos clients et demain, forcément, et nos futurs clients, je dirais, qui sont les étudiants. Donc on a imaginé un espace d'innovation. Là, pour le coup, on est allé assez loin. Donc on présente vraiment presque ce qui est encore en coulisses, ce qui est dans les tuyaux. C'est un espace également de rencontres, d'échanges. On organise des événements, des sorties de gamme de produits, de catalogues, avec nos partenaires, notamment Bloom, qui est omniprésent avec nous. Voilà, on essaie vraiment de créer un lieu de rencontre, d'échange. Et enfin, on propose à tous ceux qui le souhaitent des ateliers spécifiques de formation très pratiques sur des solutions assez complexes à mettre en œuvre et qui peuvent être considérées comme un petit peu... un peu dramatique quelquefois pour certaines entreprises qui n'ont pas envie d'aller jusque-là. Là, on dédramatise les sujets. Voilà. Et alors, on peut même aller jusqu'à proposer des journées à la carte pour les étudiants, on en a déjà fait pas mal, où ils choisissent eux-mêmes les modules qu'ils ont envie d'approcher. Et donc voilà, et on passe un moment assez incroyable parce que le lieu est vraiment tourné vers les autres, c'est-à-dire c'est un lieu très chaleureux. On a au milieu une espèce de grande arche qu'on a appelée le Café des Experts. Voilà, le frigo, on l'a même imaginé transparent pour que les gens comprennent qu'ils peuvent se servir. Ils sont chez eux, en fait. On n'a rien à vendre. On a juste à essayer de partager un moment de transmission d'expertise ensemble. Ça, ce lieu, il est... Alors, il existe à Paris, à Nogent-sur-Marne, exactement, en première couronne. Il existe à Lyon, ici, à Dessines, exactement. Et il existe en Belgique, à côté de Gand, où on a une filiale là-bas qui a implanté également un module. Voilà. Et ça fonctionne combien de fois dans l'année? Ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne non-stop. D'accord, ça fonctionne non-stop. Alors, il y a des entreprises qui prennent des rendez-vous pour traiter un projet. Moi, j'ai quelque chose que j'aime bien raconter. C'est cet architecte qui est venu et qui m'a dit, Monsieur Bouy, si je veux prier, je vais à l'église. Si je veux imaginer un agencement incroyable, je viens au sein de module. Voilà, c'est un lieu d'inspiration, en fait. D'accord. Lieu d'inspiration. Difficile d'enchaîner. Allez-y quand même, parce que là, vous allez nous parler de plateforme. C'est ça. Nous, on a imaginé qu'au-delà du présentiel, il fallait maintenir le savoir et le renforcer. Donc, on a créé des plateformes de e-learning qui sont des cours qui vont durer 20 minutes, 30 minutes et qui vont permettre de travailler un détail sur la charnière, sur la coulisse, sur différents modes de mise en œuvre et qui vont permettre, à l'instant où j'en ai envie, d'accéder à cette plateforme et de me former sur les produits et sur les techniques de mise en œuvre. Donnez-moi un exemple. Alors, je vais vouloir mettre le Cerveau Drive, qui est une assistance à l'ouverture, donc pour dédramatiser, parce que c'est quelque chose d'électrique. Donc, un agenceur, il y a encore 4-5 ans, dès qu'on lui parlait d'électricité, il disait « Ouais, c'est pas trop mon domaine, c'est pas à moi », et ainsi de suite. Donc, nous, on lui a créé un module dans lequel on lui a expliqué que très simplement, il avait 2 trous à percer, tout se clipsait, c'était facile à mettre en œuvre, il n'y avait pas de domino à monter, c'était du piercing et ainsi de suite, et que très rapidement, il pouvait mettre et équiper son agencement de ces solutions-là. Et ça dure 20 minutes. Et ça lui permet à lui de s'informer, et ça lui permet de le transmettre à ses équipes. Donc en fait, il a accès à cette plateforme. Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit. Elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à condition d'avoir un mot de passe. Exactement. Et de s'être inscrit auparavant. Ouais. Il faut avoir un mot de passe. Les 12 industriels dont on a entendu parler tout à l'heure ont chacun proposé, c'est ça, des modules, ou est-ce que c'est ensemble? Comment ça marche?
Alors, non, tous ne l'ont pas encore fait. L'idée du collectif, c'est aussi que chacun prenne les bonnes idées des autres et tire vers le haut. Donc, on est quelques-uns à le faire et on a bon espoir pour que les autres viennent aussi sur cette technologie et ces outils, quoi. Alors, je me tourne vers les plus spécialistes de l'enseignement, on va dire. Et je voudrais simplement avoir une réaction de chacun d'entre vous sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous intéressent et qui, selon vous, vont dans le bon sens ? Il me manque un acteur là, dont je n'ai pas entendu parler, mais je suis sûr qu'ils les ont intégrés, c'est les intervenants, les enseignants. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir affaire à une dualité étudiants-apprenants et puis les entreprises. Et il y a un acteur important, forcément, je le défends, c'est celui de l'enseignant, qui a besoin lui aussi de se former, qui a besoin d'accéder à un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'effectivement, on était, pour ce qui nous concerne, beaucoup plus attachés à mélanger l'ensemble autour d'actions communes, de production commune. Alors vous avez raison, hein, c'est dans les universités de l'agencement, les enseignants sont très présents et reviennent plusieurs fois sur les différents ateliers, soit en compagnie des étudiants et des apprentis, soit tout seuls, pour approfondir leur savoir ou leur questionnement. En fait. Monsieur Guilhem, sur cette action. Simplement revenir sur on a parlé de l'intégration des enseignants et plus précisément chez nous les maîtres de stage formateurs, qui est pour nous la clé de réussite dans l'apprentissage et surtout dans les nouveaux modes d'apprentissage. Ce qui est important de vous rappeler, c'est que chez les compagnies de voix, on vient de lancer justement une nouvelle expérimentation en apprentissage. L'objectif clairement est de remettre l'entreprise au cœur du dispositif, puisque nos apprenants passent désormais plus de 95% de leur apprentissage en entreprise, avec la grande particularité maintenant, c'est que le formateur maître de stage se déplace avec eux. Voilà, et forme en situation de travail sur une journée complète, sur des compétences spécifiques validées avec le maître d'apprentissage, pour être en fait en conditions réelles d'apprentissage. Donc ce qui ressort déjà de vous deux, puis je reviens vers vous, c'est que c'est important qu'il y ait aussi le sachant, que celui qui va transmettre soit aussi là. Oui, enfin, à l'école, on parle de plus en plus de co-formation, c'est-à-dire que ce n'est pas de la formation descendante de celui qui sait vers celui qui ne sait pas. On est davantage dans une logique de on apprend ensemble à apprendre. On a une expérimentation là bientôt sur effectivement un objet qui va être une question posée par l'entreprise et on va mettre salariés de l'entreprise, étudiants, chercheurs, ingénieurs, enseignants autour de la question et ensemble on va suivre le processus de créativité qui va conduire probablement soit un service, soit un produit qui soit innovant. Et l'idée, c'est bien d'être ensemble sur cette démarche-là et que tout le monde sorte de là avec quelque chose en plus, pas uniquement un produit ou une connaissance, mais une connaissance de l'autre aussi plus importante. On est, comme nos collègues des compagnons, nous sommes extrêmement attachés à l'apprentissage, c'est-à-dire ce partenariat-là. Il nous manquait l'enseignant, c'est-à-dire que le côté je vais en entreprise, j'apprends avec l'entreprise, et puis finalement l'étudiant avait l'impression de revenir dans un monde virtuel qui était celui de l'éducation, qui était déconnecté de la réalité de l'entreprise. Et bien là, on essaye de ramener, certes à l'école sur un sujet bien particulier, tout le monde autour de la table, autour du même objet. Monsieur Fanguin, donc sur cette expérience, et ensuite on en viendra à ce que vous mettez en place. Oui, donc sur cette expérience, moi je pense qu'effectivement, déjà quand on parle du bois, il y a plein d'univers entre l'industrie, le bâtiment et dans le bâtiment, le neuf et la rénovation. Donc effectivement, il va falloir bien doser tous les modes d'apprentissage et notamment le présentiel, le transfert d'expérience et le numérique. Je pense que ça évoluera dans la mesure où nos futurs chefs d'entreprise seront de génération numérique. Et là, il y aura une articulation à faire. Mais surtout, en fait, le problème qu'on a dans le bâtiment, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui se retrouve tout seul, qui dans la main droite a le matériau, dans la main gauche un outil. Et c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est au-dessus, on a tout conçu, tout imaginé, mais à un moment, il faut que tout ça, ça se mette en place. Et c'est ça le plus difficile. Aujourd'hui, dans le bâtiment, ce qu'on se rend compte, c'est que ce maillon-là, il est trop faible. Il faut absolument le renforcer. Alors, au niveau de l'innovation, au niveau de la formation continue, mais on a un vrai maillon faible que tout le monde reconnaît dans toutes les boîtes. Vinci Bouygues, il a le même problème que nous sur nos chantiers. Le dernier qui va faire le boulot. Le meuble, la bonne coulisse, si elle est mal posée, s'il y a le petit truc qui fait que tout se casse la figure au dernier moment. D'accord. Donc vous, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce dernier maillon de la chaîne. C'est le maillon, voilà, c'est ce maillon qui est assez faible. Et pour l'instant, ça ne peut pas encore être un robot. Et oui, parce qu'on parle beaucoup aussi du transhumanisme et compagnie. Justement, je pense que le présentiel et le transfert d'expérience et le contact humain, il faut vraiment le garder et le protéger. Ça, c'est très important. Donc, sur cet aspect, donc,
vous voulez insister sur l'aspect apprentissage. Déjà, bon, on part dans une phase où on va réfléchir apparemment au niveau politique à ces questions. Voilà. Si vous aviez un message à délivrer sur ce plan-là, plutôt général, qu'est-ce que vous diriez? C'est-à-dire, oui, vu toutes les grandes tendances qu'on évoque dans les nouveaux modes d'apprentissage et que le gouvernement met en place, moi j'insiste fortement sur le présentiel, l'expérience et ce maillon faible. Mais je dois rebondir sur un des exemples, la liaison enseignants, entreprises, jeunes. Nous, on a sur notre site, on a 3 outils, un peu, on va dire un peu modernes. Ce sont 3 maisons de performance énergétique différentes, qui sont des maisons connectées. Et ces maisons connectées, on les a mis à disposition des enseignants, des lycées. Ils peuvent en temps réel avoir accès aux maisons de n'importe quel endroit de France et voir tout ce qui se passe dans les maisons pour faire des programmes pédagogiques autour sur la thermique, sur le confort, sur les transferts hydriques. Ouais, des outils qui permettent de relier. Alors, ils sont venus à notre centre, ils ont visité les maisons, on les a formés et utilisés à l'interface. Et maintenant, ils sont repartis et créent des programmes pédagogiques. Et en temps réel, ils ont un vrai outil qui sert aussi bien aux professionnels qu'aux lycéens, du coup. Là. On est sur le profil lycéen de BTS aussi. Voilà. Donc là, on est dans les nouveaux modes d'apprentissage. On est dans les nouveaux modes d'apprentissage. Y a-t-il d'autres choses que vous mettez en place à Bois-PE sur ces questions? Non pas de nouveaux modes d'apprentissage, mais en tout cas d'apprentissage. Alors, la difficulté, c'est de toucher le plus grand nombre. Et donc, nous, on a fait le choix d'avoir une vraie politique d'édition et de diffuser les savoirs au plus grand nombre le plus simplement possible. Parce qu'on ne touchera jamais tout le monde. Et d'écrire les savoirs, les transferts d'expérience à un niveau... je dirais, acceptable pour tout le monde, c'est un moyen aussi de diffuser. Alors ça se concrétise comment? Par un site internet, par des fiches En dehors du site internet, truc classique, ce sont des livres qui sont diffusés par toutes les librairies techniques, dont la librairie des Compagnons. Transition toute trouvée. Chez les Compagnons, que mettons-nous en place sur ce qu'on peut appeler les nouveaux modes d'apprentissage, ou en tout cas, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour de différents? Alors on développe, comme beaucoup d'établissements, une plateforme LMS, c'est-à-dire qui permet de pouvoir se former à distance. Mais ce qui est important de rappeler, vous l'avez déjà dit, c'est que ça reste un complément de formation, le e-learning. C'est aussi un moyen d'aller chercher des ressources différentes et les avoir rapidement. Ce qu'on constate chez nous, c'est que la façon de transmettre évolue fortement. Et aujourd'hui, on prend le pari de former les jeunes à apprendre à apprendre. C'est bien ça le plus important. Et ça passe par du collaboratif. Ça passe par de l'échange entre architectes, écoles, universités, entreprises, entre tous les acteurs. Mais ce qui est important, c'est qu'un apprenant ait envie d'aller chercher l'information et apprenne à apprendre, ce qui lui servira ensuite tout au long de sa vie pour évoluer. Ça veut dire que quand ils arrivent chez vous, les jeunes que vous avez ne savent pas apprendre? Ou ne savent pas encore apprendre, ne savent pas se saisir des informations qu'ils ont à disposition? Ils ont toujours été habitués à avoir de l'information descendante, dont on parlait tout à l'heure. Je suis en face d'un enseignant, j'écoute ce qu'on me dit, je note et j'apprends bêtement ce que j'ai entendu. C'est un peu comme ça aujourd'hui, notre fonctionnement. Ils ne savent pas construire leur propre apprentissage. Voilà. C'est le rôle de l'enseignement aujourd'hui, le savoir-être et le savoir-apprendre. Donc dans la démarche, on est vraiment sur une approche par projet. Et chaque jeune va construire son projet avec son formateur et son entreprise. Et on arrive en fait à les captiver et à leur donner envie de réussir à travers un projet concret. Et ça, c'est une approche différente. Oui, je voulais réagir à ça. Effectivement, je crois que le milieu scolaire, avec toutes les contraintes qu'on lui impose, peut-être parfois pas suffisamment les moyens. Si j'étais provocateur, je dirais qu'on apprend à nos jeunes à retrouver la solution du prof avec la méthode du prof. Mais ça, c'est qu'à l'école que ça existe. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui demande à son salarié de retrouver une réponse qu'il avait déjà. Enfin, ça, je ne connais pas. Donc on est aussi confronté à ce problème-là. Donc il faut qu'on déscolarise nos jeunes arrivés à un certain moment, de telle sorte qu'effectivement on leur rende l'autonomie. Et une des voies de développement sur laquelle on mise, c'est celle de l'expérimentation. À l'école du Bois, les ateliers sont ouverts. Les étudiants peuvent accéder, quand ils le souhaitent, à l'ensemble des ateliers pour pouvoir expérimenter, faire des objets, apprendre, se tromper. Donc il faut faire tomber la pression de l'échec. Se dire, je vais essayer, si j'y arrive pas, eh bien j'ai l'espace pour recommencer et arriver à un résultat qui me satisfait et qui satisfait aussi mon interlocuteur, que ce soit un chef d'entreprise ou que ce soit un enseignant. Mais effectivement, de dédramatiser face à l'échec, parce qu'on parlait d'innovation, on peut parler d'entrepreneuriat. On a tous envie que nos jeunes soient des entrepreneurs ou des intrapreneurs, c'est-à-dire cette capacité à aller de l'avant. Et bien pour ça, il faut qu'on leur donne cette envie-là, il faut qu'on les mette dans ces situations-là. Et tout ce que j'entends relève de cette même problématique.
Allez-y. Oui, puis effectivement, développer un esprit plus collaboratif, parce que la difficulté pour les enseignants et les formateurs, aujourd'hui, quand vous dites quelque chose, il y en a un ou deux des stagiaires, par exemple, il prend son smartphone et il vérifie tout de suite. Hein, donc il y a cette pression, en fait, d'être comment je fais pour être tout le temps à jour. Donc autant mettre tout de suite sur la table que c'est une approche collaborative, que j'ai le droit de ne pas savoir en tant qu'enseignant et que formateur. Il y a aussi ce flux continu d'accès permanent à l'information. Et moi, je vois, c'est tout nouveau, hein, mais depuis 1 an ou 2, ils ont le réflexe, je leur dis, la réglementation, elle vient de sortir, c'est ça, ils servent. Bon, bah, alors d'accord, c'est ça, ou alors, attention, c'est pas ça, parce qu'il y a ça qui est sorti depuis. Hein, il y a ce mouvement aussi. C'est des choses que vous constatez un petit peu, cette vérification de l'information donnée par l'enseignant. Complètement, et ça remet clairement en cause même le rôle du formateur comme on le connaît actuellement. On est plutôt aujourd'hui dans une notion d'accompagnement du jeune, plutôt que de la formation pure et dure. On est autour d'une table triangulaire qui symbolise un peu l'organisation dans les entreprises. Il y a le patron, il y a les sous-chefs, les sous-sous-chefs, etc. Et on a une génération qui résonne cercle, c'est-à-dire qui veut travailler à égalité avec un certain nombre d'acteurs, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience, quel que soit leur titre hiérarchique, ils veulent casser un peu ce modèle-là. Et effectivement, même l'enseignant qui était en haut d'une pyramide, d'un triangle, eh bien aujourd'hui, vous avez dit que le plus vieil arbre a 80 000 ans, Google dit que c'est 120 000 ans. Et je crois qu'il faut qu'on sorte de ce problème-là et d'amener effectivement nos jeunes à se poser la bonne question, à trier l'information. Et ceux qui vont devoir le plus changer, il y aura probablement du côté des entreprises, immanquablement les jeunes, mais ce sont effectivement les formateurs. Et les formations aux formateurs que nous avons délivrées à l'école et que nous allons délivrer sont des formations qui vont les amener à devenir des coachs et non plus des profs. Des référents, en fait, c'est ça. Monsieur Chenet, je vous voyais avec... Non, ce que je voulais dire, c'est que vous avez la chance d'avoir des entreprises qui sont en train de muter sur ce mode d'organisation-là, parce qu'on l'a aussi compris qu'il fallait donner la chance aux jeunes qui rentraient dans nos entreprises et qu'il ne fallait pas qu'ils attendent 10 ans d'expérience pour accéder à une hypothétique responsabilité. Donc on a des sociétés au sein des équipementiers qui sont justement sur cette mutation-là. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut aussi amener dans cet échange avec les écoles. Ce que je voudrais compléter, c'est que quand on va avec les universités, on a des jeunes qui sont assez heureux de voir qu'ils ont accès à des industriels. Parce que pour eux, il y a une frontière, quoi. En fait, ils disent, nous, on est jeunes étudiants ou apprentis, et là, on a 12 industriels qui arrivent et qui nous présentent leurs produits et qui écoutent, quoi. Et c'est ça qui est réjouissant. D'égal à égal, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, ils sont étonnés de cela. Il n'y a pas de prise de hauteur, quoi, en fait. Oui, ça peut faire peur pour les jeunes, au fond. Puis bon, après, ils se rendent compte qu'après tout, c'est très accessible, beaucoup plus qu'ils avaient imaginé au départ. Et ça, c'est bien de faire tomber cette barrière. Voilà. Et c'est vrai que, pour rebondir quand même sur le c'est là-dedans qu'on doit aller. Et c'est vrai qu'on a un travail, nous, entreprise, peut-être d'aller un peu plus vers les enseignants, vers les formateurs. Voilà, plutôt qu'essayer d'aller directement chez les jeunes, on peut effectivement faire ce travail encore plus en profondeur avec les formateurs. J'ai des idées, ça me donne des idées en tout cas. Je reviens vers les compagnons du devoir. On va peut-être un petit peu dépasser le temps qui nous est imparti. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous me disiez tout à l'heure avec des étudiants qui avaient le bac ou peut-être un peu plus et qui voulaient repasser un CAP. Pourquoi ils reviennent là-dessus et qu'avez-vous mis en place pour eux? Alors, on a mis en place l'apprentissage par l'immersion en entreprise. On ne peut pas vraiment dire qu'on vient sur un diplôme inférieur, puisque c'est le diplôme de base pour apprendre un métier, acquérir les premières compétences. Mais ce qui est particulier, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est l'immersion totale en entreprise, parce que pour les compagnons du devoir, un métier, ça s'apprend dans l'entreprise. Et c'est là qu'on est confronté à la réalité du métier, des filières professionnelles à l'instant T, et pas dans un centre de formation sur un plateau technique. On est toujours très loin de la réalité. Donc ça, c'est innovant. La nouveauté aussi, c'est que nos maîtres d'apprentissage passe au minimum 2 journées complètes en entreprise pour accompagner individuellement chaque apprenant. Donc on est vraiment dans un accompagnement individualisé qui permet de mettre en place toutes les conditions de réussite pour un jeune en formation. Et à côté de ça, on associe justement une plateforme LMS e-learning qui va permettre à cet apprenant de pouvoir d'une part communiquer à distance avec son maître d'apprentissage, même s'il n'est pas sur site, pour répondre à l'instant T à des problématiques. Et ça va aussi lui permettre d'aller chercher des ressources et de se former sur de la technologie métier, des matières d'enseignement général, sans avoir à être en présentiel. Donc quelque chose de très complet et on va vraiment au-devant, on va vers l'entreprise. Ouais, je voulais dire que faire passer un CAP à des bacheliers de BTS, c'est une très bonne idée. Je pense que ça pourrait être même réduit à 1 an plutôt qu'à 2.
Ils ont des capacités théoriques qui sont bien différentes. Et c'est des modèles qu'on pourrait aussi changer. Tirer un CAP avec un bac, ça se passe en 1 an et pas en 2. Ça les amène où après? Une fois qu'ils ont ce CAP Alors, le CAP, on peut dire que c'est le diplôme de base. L'objectif chez nous, c'est qu'ils soient sur un parcours diplômant qui leur permette d'atteindre un niveau 2, voire niveau 1 d'ingénieur. Ok. On va aller à l'école de Nantes. Et à Nantes, on va voir que vous mettez tout le monde ensemble. Hein. Oui, ce que j'expliquais, c'est, vous parliez à l'instant de former les tuteurs en entreprise. On a développé un parcours sur l'innovation. Pour les apprentis en particulier, l'idée c'était d'amener les entreprises à se structurer dans leur démarche d'innovation. Puis on a constaté que ça ne marchait pas très bien parce qu'il y avait la méthode selon l'entreprise et la méthode selon l'école. Et le fait de faire venir à l'école et le formateur en entreprise et le tuteur école et l'apprenant et de dire voilà, on va passer 2 jours sur c'est quoi l'innovation avec les dernières méthodes à la mode que sont CK, Design Thinking et compagnie. À ce moment-là, le chef d'entreprise se dit « Ah bah oui, effectivement, Mega était peut-être pas complètement au top. Ils ont passé ces 2 jours de formation, donc le service RH peut valoriser derrière et ces 2 jours au compteur c'est vraiment de la formation complètement, professionnelle. Oui, hein, c'est pas du tout... Et c'est ça qui est intéressant. Et puis tout à l'heure, vous disiez à l'instant, la proximité du jeune et de l'entreprise. C'est vrai que les premières minutes sont assez troublantes pour le jeune parce qu'il est totalement inhibé. Il se dit c'est des vrais, c'est des chefs d'entreprise, eux ils savent, ou c'est des salariés, eux savent, alors que les enseignants, bon, nous ne sommes que des enseignants, quoi. Et puis au bout d'un moment, les barrières tombent, c'est-à-dire que le jeune va poser une question qui paraît naïve en disant « mais pourquoi vous faites comme ça ?» Et le sachant, entre guillemets, l'expert va dire parce que y a la norme, il y a le machin, et c'est vrai, pourquoi on fait comme ça? Voilà, et ça l'oblige à réfléchir sur ses pratiques. Et donc il y a une espèce de transfert dans les 2 sens, de porosité qui est extrêmement intéressante, qui réinterroge sur des pratiques. La tradition n'a du bon que si on la réinterroge régulièrement. Ce jeune... il est confronté effectivement à une forme de réalité, donc son idée, son principe peut-être un peu nouveau est confronté très rapidement à une réalité, mais il est écouté quasiment d'égal à égal. Je reviens à mon triangle et à mon cercle. Ça marche. Une petite conclusion sur ce qu'on vient d'entendre et sur l'impression que ça vous donne de ces évolutions. Ce que je trouve très important, c'est la notion de cercle, donc permettre à chacun de pouvoir rapidement se retrouver dans cette synergie, cette collaboration. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est ce qui permet à tout le monde, à la fois aux industriels, aux entreprises, aux centres de formation, de pouvoir évoluer plus rapidement, tout en évoluant avec les mutations et toutes les contraintes qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la formation et dans le monde socio-culturel dans sa globalité. L'idée, c'est que tout le monde évolue ensemble et au même rythme quasiment. Tout à fait. Un petit mot de conclusion oui, aussi sur notre échange. Un peu plus de transversalité. Malgré tout, on reste quand même très cloisonné, des secteurs très différents. Et c'est notre problématique. Alors peut-être que le monde numérique permettra d'échanger un peu plus, mais voilà, c'est encore une difficulté aujourd'hui. Hein. Il y a encore trop de barrières. Encore trop de barrières. Ouais. Où sont-elles ces barrières? Entre les structures. Voilà, l'enseignement supérieur, l'apprentissage, l'entreprise, l'industrie. Voilà, il vaudrait mieux que tout le monde parle ensemble. Et entre l'État qui nous file un certain nombre de contraintes quotidiennes avec un peu moins de moyens et les opérateurs, puisque à chaque fois c'est un peu plus de contraintes, un peu moins de moyens, et j'aurais envie de leur dire laissez-nous faire aussi. On sait faire. Du côté des industriels, une petite conclusion. Non, on est convaincu que la voie des universités de l'agencement qu'on a pris tous ensemble répond à une attente. Elle était d'abord notre attente à nous. On voit qu'il y a une réciprocité du côté des écoles. Donc, moi, je suis ravi et on va accentuer nos efforts dans ce sens-là, sans oublier les apprenants. Alors, moi, j'ai juste envie de dire à fond pour le collaboratif. Et je pense que chacun a sa part à jouer. C'est un petit peu la légende du colibri. Chacun met sa petite goutte là où il est planté. Et on peut peut-être pas bâtir un monde parfait, mais on peut bâtir un monde meilleur. Ça, on peut y aller. Voilà, il y a du boulot, mais on y va. Vous aurez le mot de la fin, Madame Sarabert. Effectivement, je pense que je rejoins mes collègues. On est sur la bonne voie, je pense, effectivement. Et puis, ça fait plaisir de voir des chefs d'entreprise aussi se mettre d'égal à égal avec nos futurs étudiants. Avec des étudiants, des enseignants. Ça c'est beau. Ouais, voilà, de pouvoir partager naturellement les choses. Tout à fait.
Merci beaucoup pour cet échange très riche. Merci. À retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2018 et sur le site de France Bois Forêt. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici.